Imaginez un instant le jeune Friedrich Nietzsche, brillant philologue allemand, plongé dans les textes de l'Antiquité grecque. Il lit avec passion les dialogues de Platon, les récits de la vie de Socrate. Mais au lieu de l'admiration qu'on pourrait attendre, une colère sourde monte en lui. Dans son esprit se forme une conviction. Ces philosophes vénérés, Socrate et Platon, loin d'être les héros de la pensée qu'on lui a décrits, sont en réalité les fossoyeurs de la grandeur grecque. J'ai compris que Socrate et Platon sont les symptômes de la décadence, les instruments de la dissolution grecque, les pseudo-grecs, les anti-grecs. Ces mots cinglants, Nietzsche les couchera plus tard sur le papier dans Le crépuscule des idoles. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi Nietzsche, lui-même un philosophe brillant et influent, avait-il une telle aversion pour ces piliers de la pensée occidentale? Pour comprendre cette hostilité, nous devons d'abord plonger dans l'esprit de Nietzsche lui-même. Né en 1844 dans une petite ville allemande, Nietzsche grandit dans un monde en pleine mutation. L'industrialisation transforme l'Europe, la science remet en question les vérités établies, et la philosophie cherche de nouvelles voies. Dans ce contexte, Nietzsche développe une vision radicale de la philosophie. Pour lui, la philosophie n'est pas une quête abstraite de vérité, un jeu intellectuel détaché de la vie. Non, pour Nietzsche, la philosophie doit être un outil de transformation, un moyen de rendre la vie plus intense, plus affirmative. Il rêve d'une sagesse qui embrasse tous les aspects de l'existence, y compris ses contradictions et ses souffrances. C'est avec cette vision en tête que Nietzsche se tourne vers les textes antiques. Et c'est là qu'il rencontre Socrate et Platon. Au début, peut-être est-il fasciné. Mais rapidement, cette fascination se transforme en rejet viscéral. Commençons par Socrate. Que reproche Nietzsche à ce philosophe légendaire, celui qui parcourait les rues d'Athènes en questionnant ses concitoyens? Pour Nietzsche, Socrate incarne le triomphe de la raison sur l'instinct, et c'est là que le bât blesse. Imaginez la Grèce antique avant Socrate, une civilisation qui célébrait la beauté, l'art, la tragédie. Une culture qui embrassait tant l'apollinien que le dionysiaque, la mesure et l'ivresse, la raison et la passion. Et voilà que surgit Socrate, avec sa méthode de questionnement incessant, sa quête de définition précise, son obsession pour la raison. Nietzsche voit en Socrate le symbole d'un basculement funeste. Avec lui, pense Nietzsche, la civilisation grecque commence à privilégier la pensée rationnelle au détriment des forces vitales et instinctives. C'est comme si, aux yeux de Nietzsche, Socrate avait étouffé la flamme vibrante de la culture grecque sous une chape de plomb rationnel. Avec Socrate, le goût grec s'altère en faveur de la dialectique, écrit Nietzsche. C'est avant tout un goût distingué qui est vaincu. Avec la dialectique, la populace prend le dessus. Ces mots traduisent le mépris de Nietzsche pour ce qu'il perçoit comme une démocratisation de la pensée, une victoire de la médiocrité raisonneuse sur la noblesse instinctive. Mais ce n'est pas tout. Nietzsche voit aussi en Socrate le signe d'une décadence morale. La quête socratique de définition morale universelle, pour Nietzsche, un aveu de faiblesse. C'est l'incapacité à affirmer ses propres valeurs, à vivre selon ses propres règles. Socrate, aux yeux de Nietzsche, n'est pas un sage, mais un homme malade, incapable d'embrasser la vie dans toute sa complexité. Et que dire de l'optimisme socratique, cette idée que la connaissance mène nécessairement à la vertu et au bonheur? Pour Nietzsche, c'est d'une naïveté confondante. C'est nier les aspects tragiques et irrationnels de l'existence, c'est fuir la réalité au profit d'une illusion rassurante. Nietzsche va jusqu'à interpréter la mort de Socrate comme un suicide déguisé. Socrate voulait mourir, écrit-il. Ce n'est pas Athènes, c'est lui-même qui s'est tendu la coupe de poison, qui a forcé Athènes à lui tendre la coupe de poison. Pour Nietzsche, Socrate, incapable de supporter la vie dans sa plénitude, a choisi la mort comme ultime négation. Mais si Nietzsche est dur avec Socrate, il est peut-être encore plus avec Platon. Imaginez Nietzsche, lisant les dialogues platoniciens, découvrant la théorie des idées. Son irritation doit être palpable, car pour lui, Platon ne fait que pousser plus loin la décadence socratique. La théorie des idées de Platon, cette conception d'un monde intelligible parfait dont notre monde sensible ne serait qu'une pâle copie, est pour Nietzsche le comble de la fuite de la réalité. C'est une dévaluation du monde concret, vivant, au profit d'un monde idéal imaginaire. Le véritable monde, nous l'avons aboli, écrit Nietzsche avec ironie. Quel monde restait-il? Peut-être le monde des apparences. Mais non. En même temps que le véritable monde, nous avons aussi aboli le monde des apparences. Pour Nietzsche,
Cette fuite dans l'idéal est une négation de la vie elle-même. C'est un refus d'accepter le monde tel qu'il est, avec ses imperfections, ses contradictions, sa beauté tragique. Platon, aux yeux de Nietzsche, n'est qu'un rêveur qui a égaré la philosophie occidentale pour des siècles. Et que dire de la conception platonicienne du bien comme idée suprême? Pour Nietzsche, c'est une tyrannie morale inacceptable. C'est nier la diversité des valeurs, c'est imposer une vision unique et stérile de la morale. Nietzsche y voit une forme de ressentiment, une vengeance des faibles contre les forts, de ceux qui ne peuvent pas affirmer leurs propres valeurs et cherche donc à imposer une morale universelle. La vision platonicienne de l'âme comme supérieure au corps suscite également l'ire de Nietzsche. Pour lui, c'est un mépris inacceptable de la vie physique et sensuelle. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. S'exclame Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Enfin, la quête platonicienne d'une vérité absolue et immuable est pour Nietzsche une illusion dangereuse. Elle nie la nature changeante et perspectiviste de la réalité. Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations, affirme Nietzsche, opposant à la rigidité platonicienne d'une vision fluide et multiple de la réalité. Mais la critique nietzschéenne de Socrate et Platon va bien au-delà d'une simple querelle philosophique. En s'attaquant à ces piliers de la pensée occidentale, Nietzsche remet en question toute la tradition philosophique qui en découle. C'est un peu comme si, d'un coup de marteau philosophique, il tentait de faire s'écrouler l'édifice entier de la pensée occidentale. À la place de la sagesse socratique basée sur la raison et la connaissance, Nietzsche propose une sagesse tragique, une sagesse qui embrasse tous les aspects de la vie, qui accepte le chaos, qui célèbre l'instinct autant que la raison. Il rêve d'un surhomme capable de créer ses propres valeurs, de vivre pleinement, au-delà du bien et du mal traditionnel. Là où Socrate et Platon cherchaient des vérités universelles, Nietzsche célèbre la multiplicité des perspectives. Là où il prônait la modération et la maîtrise de soi, Nietzsche exalte la passion et l'affirmation de soi. C'est un renversement complet des valeurs philosophiques traditionnelles. Bien sûr, la position de Nietzsche n'est pas sans problème. On peut lui reprocher une lecture parfois réductrice de Socrate et Platon. Certains argueront que sa critique de la recherche de la vérité absolue le fait parfois tomber lui-même dans des affirmations dogmatiques. Et si Nietzsche rejette l'approche socratique et platonicienne, son alternative, le surhomme, la volonté de puissance, n'est pas sans poser ses propres problèmes éthiques et pratiques. Il y a aussi le risque du relativisme. En rejetant toute notion de vérité absolue et de valeur universelle, Nietzsche ouvre la porte à un relativisme radical qui peut être tout aussi problématique que le dogmatisme qu'il dénonce. Malgré ses limites, la critique nietzschéenne de Socrate et Platon reste un moment crucial de l'histoire de la philosophie. Elle nous invite à remettre en question nos certitudes, à réfléchir sur le rôle de la raison et de l'instinct dans notre vie, à considérer la philosophie non pas comme une quête abstraite de vérité, mais comme un moyen d'affirmer la vie dans toute sa complexité. En fin de compte, peut-être que la haine de Nietzsche envers Socrate et Platon n'était pas tant une animosité personnelle qu'un appel passionné à repenser radicalement notre approche de la philosophie et de la vie elle-même. Comme Nietzsche l'écrivait, il faut avoir encore du chaos en soi pour pouvoir enfanter une étoile qui danse. Sa critique virulente n'était peut-être qu'une tentative de réintroduire un peu de chaos créatif dans une tradition philosophique qu'il jugeait trop ordonnée, trop rationnelle, trop éloignée de la vie elle-même. Alors, la prochaine fois que vous lirez Platon ou que vous réfléchirez à une question à la manière socratique, rappelez-vous de la critique nietzschéenne. Non pas pour la rejeter ou l'accepter aveuglément, mais pour enrichir votre propre réflexion. Car après tout, n'est-ce pas là le but ultime de la philosophie? Nous faire penser par nous-mêmes, nous pousser à remettre en question nos certitudes, et peut-être, qui sait, nous aider à enfanter notre propre étoile dansante. Si ce sujet vous passionne, je vous invite vivement à regarder notre vidéo précédente sur la vie de Socrate. Elle vous donnera un éclairage précieux sur ce personnage énigmatique qui a tant marqué Nietzsche, que ce soit par admiration ou par rejet. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent plonger directement dans la pensée de Nietzsche, je vous recommande la lecture du Crépuscule des idoles. C'est dans cet ouvrage que Nietzsche développe de manière la plus percutante sa critique de Socrate et de la tradition philosophique occidentale. C'est un livre provocateur, stimulant, qui vous poussera à remettre en question vos propres certitudes philosophiques.